LVMH est le leader mondial du luxe. Son PDG, Bernard Arnault, est le deuxième homme le plus riche du monde avec une fortune qu'on estime à 191 milliards de dollars. Mais savez-vous que la marque qui est à l'origine de la capitalisation boursière la plus importante d'Europe a été créée par un adolescent sans abri? L'histoire de Louis Vuitton est une véritable success story, un récit d'ascension fulgurante. Pourtant, derrière sa grandeur, l'entreprise a été le théâtre de plusieurs controverses, de poursuites judiciaires et de scandales retentissants. Plongeons dans cette histoire incroyable d'une modeste entreprise familiale qui s'est métamorphosée en un empire mondial, propulsant Louis Vuitton au sommet du monde du luxe. Louis Vuitton est né en 1821 et a grandi dans une ferme familiale dans le village d'Anché. Issu d'une famille modeste aux moyens limités, Louis n'a pas connu les privilèges habituels de l'enfance. L'éducation était un luxe inaccessible, l'école la plus proche se trouvant à des kilomètres de son modeste foyer. Louis a dû travailler dur, aux côtés de son père agriculteur et de sa mère qui confectionnait des chapeaux pour joindre les deux bouts. Mais la tragédie frappa à 10 ans avec la mort de sa mère. Son père se remarie, sa nouvelle belle-mère, autoritaire et abusive, rendit sa vie encore plus insupportable. À 13 ans, Louis prit une décision audacieuse. Fuir vers Paris, à 455 km à pied. Les mois qui suivirent furent une épreuve, dormant dans les bois, avec pour seul réconfort une cape pour se protéger du froid. À chaque nouveau village qu'il visitait, il enchaînait les petits boulots pour survivre, mais gagner sa vie et se loger demeurait un défi insurmontable. Ces emplois précaires lui offrirent toutefois une première expérience dans l'artisanat, une compétence qui marquerait la suite de son destin. Son périple éprouvant vers la capitale dure 3 ans. Peu après son arrivée à Paris, Louis décroche un poste d'apprenti chez un maletier. Il y façonne des coffres de voyage et croise la route de l'élite parisienne. En 1851, cette expérience connaît un tournant. L'impératrice Eugénie devient cliente de la boutique et apprécie son savoir-faire. Elle le nomme fabricant de malles personnelles. Ce simple adolescent sans abri évolue alors en artisan honoré, travaillant pour la famille royale. Pourtant, Louis nourrit des ambitions bien plus grandes. À 33 ans, marié, il fonde son propre atelier à Paris, déterminé à donner vie à sa vision. Il remarque une lacune majeure dans les malles de l'époque. Leur forme bombée, encombrante, peu adaptée au voyage moderne. L'idée lumineuse émerge, créer une malle plate. Mariage d'élégance et de fonctionnalité, parfaitement adapté au nouveau mode de transport collectif. 2 ans plus tard, ces créations révolutionnaires deviennent des accessoires élégants et incontournables pour l'élite et reflètent un symbole de statut. Louis reçoit même des commandes de la famille royale égyptienne et ouvre un second atelier où il emploie plus de 20 artisans. Après des années de labeur, tout semblait enfin se stabiliser pour lui. La vie lui réservait néanmoins un nouveau défi. En 1870, alors qu'il a 49 ans, la guerre éclate entre la France et la Prusse. Contraint de fuir, Louis et sa famille rejoignent des milliers d'autres personnes dans un abri pour se réfugier du conflit. À leur retour en 1871, la boutique de Louis est saccagée, réduite à néant par les ravages de la guerre. Face à cette adversité, Louis refuse d'abandonner. Il utilise ses économies et décide de reconstruire son entreprise. La chance semble alors lui sourire de nouveau. Les déplacements forcés, dus à la guerre, ont laissé de nombreux locaux vacants à faible prix. Louis saisit cette opportunité et ouvre sa nouvelle boutique dans un lieu stratégique, à proximité de la gare et du Grand Hôtel, attirant ainsi une clientèle de voyageurs à la recherche de bagages de qualité. Durant le reste de sa vie, Louis consacra son temps à cette nouvelle boutique parisienne, développant des malles au design moderne d'une qualité inégalée. À sa disparition, son fils Georges reprit les rênes de l'entreprise familiale. S'ouvrir à l'international devint alors une priorité. Une boutique similaire vit le jour à Londres, premier symbole de l'expansion mondiale de la marque. En 1925, la marque connaît un nouveau tournant dans son histoire. Coco Chanel passe une commande spéciale, un petit sac à main en forme de dôme, une création exclusive signée Louis Vuitton. Cette commande inspire Georges à lancer une nouvelle ligne de produits nommée Alma. Le succès fut fulgurant pour ces sacs. Louis Vuitton élargit sa gamme avec une multitude de sacs en cuir, révolutionnant l'idée même du sac à main. Avant, ces accessoires étaient considérés comme encombrants, peu élégants, mais l'entreprise changea la donne, les inscrivant au cœur de la mode.
En 1936, Georges Vuitton s'est éteint, laissant la place à son fils Gaston pour diriger l'entreprise. Mais le destin réservait à Gaston une épreuve difficile, la Seconde Guerre mondiale. Paris fut à nouveau assiégé et l'usine fermée. Contraint de faire face à cette réalité, Gaston se vit obligé de collaborer avec l'occupant nazi pour sauver l'entreprise. Une situation partagée par d'autres figures de la mode, telles que Coco Chanel, confrontées à ce choix déchirant pour assurer la survie de leur marque. À la mort de Gaston en 1970, c'est son gendre, Henri Racamier, qui prit les rênes de Louis Vuitton. Contrairement à ses prédécesseurs, Henri apportait une expérience solide des affaires. Son objectif était clair: propulser l'entreprise vers une croissance exponentielle, transformant la petite entreprise familiale en la multinationale que nous connaissons aujourd'hui. En 1978, Louis Vuitton s'étendit dans de nombreux pays, notamment au Japon. En à peine 6 ans, les ventes passèrent de 20 à 260 millions de dollars, marquant une croissance fulgurante. En 1984, Louis Vuitton fit son entrée en bourse à Paris, vendant plus d'1 million d'actions évaluées à 63,63 dollars chacune. Henri saisit cette opportunité pour ouvrir de nouvelles boutiques à travers le monde, capitalisant sur cet élan financier. 3 ans plus tard, en 1987, l'entreprise enregistra un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars, marquant une étape majeure dans son expansion. Henri décide alors de fusionner avec Moet Hennessy, spécialiste des vins et spiritueux de luxe. Cette fusion donne naissance au mastodonte financier LVMH. L'objectif était de combiner leurs ressources pour une croissance accélérée, mais les réalités se révèlent différentes. Henri ne trouve pas de terrain d'entente avec le président de Moet Hennessy, Alain Chevalier. Les divergences internes compliquent la vision d'une croissance unifiée pour l'entreprise nouvellement formée. Dans les coulisses de Louis Vuitton, le tableau se modifia drastiquement. Le magnat de l'immobilier, Bernard Arnault, flaira l'opportunité et s'invita à la table des investisseurs. Il profite des tensions entre les dirigeants et acquiert secrètement 43% des actions du groupe. Au terme d'une bataille judiciaire, Bernard Arnault réussit à évincer Henri Racamier et Alain Chevalier, devenant ainsi le seul capitaine à bord de LVMH. Surnommé le loup en Cachemire, Arnault multiplie les acquisitions des maisons de luxe, élargissant son empire. LVMH prend les rênes du monde du luxe, avec plus de 70 marques, parmi lesquelles Christian Dior, Céline et Kenzo. Cette saga d'acquisition ne s'arrête pas. Jusqu'à aujourd'hui, Bernard Arnault continue d'accumuler les actions de LVMH. Il détient plus de la moitié du groupe et a bâti un rempart solide qui garantit que LVMH va demeurer éternellement ancré dans la famille Arnault. J'espère que cette histoire fascinante de Louis Vuitton vous a captivé autant que cela m'a passionné de vous la raconter. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires qui présentent les coulisses d'autres entreprises emblématiques.